Chafri, qui est chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Madame Nihal, bonsoir. Madame Nihal Chafri, bonsoir. Bonsoir. Alors, Madame Nihal Chafri, le président américain Donald Trump a annoncé une hausse de 25% des droits de douane sur les voitures et les camions en provenance de l'Union européenne. Alors, selon vous, quelles sont les raisons de cette augmentation? Et malgré l'existence d'un accord commercial entre les deux parties. Alors, il faut partir d'un constat essentiel, que la décision de Donald Trump ne s'inscrit pas simplement dans une logique économique classique, mais dans une approche stratégique beaucoup plus large. Donc, au-delà des chiffres, on est face à une redéfinition assumée de la politique commerciale américaine. En réalité, Washington considère que la relation avec l'Union européenne est structurellement déséquilibrée, en particulier dans le secteur automobile, où les exportations européennes vers les États-Unis restent nettement supérieures. Alors l'augmentation des droits de douane devient un instrument de correction, mais aussi un outil de pression politique destiné à forcer une renégociation implicite des termes de l'échange. Mais ce qui est encore plus important, c'est la dimension interne. Cette mesure répond à une logique électorale et industrielle. Le secteur automobile aux États-Unis est fortement symbolique. Il incarne l'emploi industriel, la classe moyenne et la souveraineté économique. Donc, en relevant les tarifs, l'administration américaine envoie un signal fort. Protéger l'industrie nationale et encourager la relocalisation. Donc, on peut dire que cette décision n'est pas une contradiction avec l'accord commercial existant, mais plutôt une instrumentalisation de la politique tarifaire comme levier de puissance dans un contexte de compétition économique accrue. Bien sûr. Alors, docteur Nihal Chafri, bonsoir d'abord. Alors, bonsoir. Bonsoir. Les droits de douane élevés contraint les constructeurs automobiles européens à délocaliser leurs usines aux États-Unis. Alors, est-ce que vous pensez que ces droits de douane ne soient la cause de cette déclaration? En effet, il serait trop simpliste de dire que les droits de douane sont la cause directe de la délocalisation. Mais il serait tout aussi erroné de minimiser leur impact. Donc, la réalité se situe dans une zone intermédiaire. Les tarifs agissent comme un puissant catalyseur stratégique. Concrètement, lorsqu'un constructeur européen exporte vers les États-Unis une hausse significative des droits de douane modifie immédiatement son modèle de rentabilité. Alors, produire en Europe pour vendre aux États-Unis devient moins compétitif, ce qui pousse les entreprises à reconfigurer leur chaîne de valeur. Dans ce contexte, la localisation de la production sur le territoire américain apparaît comme une réponse rationnelle pour contourner les barrières tarifaires et sécuriser l'accès du marché. Mais donc, il faut aller plus loin dans l'analyse. La décision de délocalisation repose sur un ensemble de déterminants structurels. Les politiques d'incitation fiscale proposées par certains États américains, le coût et la qualification de la main-d'œuvre, la proximité du marché de consommation, ainsi que la stabilité réglementaire. À cela s'ajoute un élément clé, la logique des chaînes d'approvisionnement globales qui favorise de plus en plus une régionalisation de la production. Donc, les droits de douane ne créent pas la dynamique à eux seuls, mais ils en accélèrent fortement le rythme et en renforcent la rationalité économique. Ils transforment une option stratégique en quasi-nécessité dans certains cas. Madame Nihal Chafri, alors une dernière question s'il vous plaît. L'accord entre l'Union européenne et le Mercosur est entré en vigueur provisoirement hier. Ce calendrier a-t-il une signification particulière? Alors ce calendrier est extrêmement révélateur des mutations en cours dans le système commercial international. Donc l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur
ne peut pas être lu comme un simple hasard, mais comme une décision stratégique inscrite dans un contexte de tensions croissantes avec les États-Unis. En réalité, l'Union européenne cherche à répondre à une double contrainte. D'autre part, elle doit faire face à une politique commerciale américaine de plus en plus imprévisible et unilatérale. D'autre part, elle doit préserver son modèle fondé sur l'ouverture et le libre-échange. Alors, la diversification des partenaires devient une nécessité stratégique pour réduire les risques de dépendance. Ce partenariat avec le Mercosur permet donc à l'Europe d'élargir ses débouchés économiques, mais aussi de renforcer son influence normative dans des régions en pleine croissance. C'est une manière de dire que l'Europe ne subit pas, elle s'adapte et redéploie ses priorités. Mais donc, concernant la capacité à tenir tête à tête aux États-Unis, il faut rester nuancé. L'interdépendance transatlantique reste profonde, que ce soit en termes d'investissement, de commerce ou de technologie. Et donc, une confrontation directe serait coûteuse pour les parties. La stratégie européenne n'est pas, en effet, celle de l'affrontement frontal, mais plutôt celle d'une autonomie progressive, diversification des partenaires, consolidation de son poids économique et utilisation de sa capacité réglementaire comme instrument d'influence. C'est une donc stratégie de long terme plus subtile, mais potentiellement plus efficace. Madame Nihal Al-Shaf'i, vous êtes chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Nous vous remercions infiniment pour votre intervention et je vous souhaite une très bonne soirée. Alors, mesdames et messieurs, on a le plaisir de continuer tout de suite avec notre journal. Oui.